Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Djibouti lance sa campagne pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Et en France, Édouard Philippe, le Premier ministre, présentera le projet de réforme des retraites mercredi prochain. Bonsoir à tous. Nous débutons donc avec ces informations de l'Agence nationale de la météorologie qui, comme à son habitude, nous fournit des précieuses informations sur les prévisions des prochaines 24 heures. Une possible présence des amas nuageux du résidu cyclone Pawan pouvant engendrer des averses intermittentes à caractère orageux demain dans l'après-midi et la soirée sur les régions côtières. Le vent soufflera également du secteur est au nord-ouest modéré. La visibilité sera bonne, parfois réduite sous les précipitations. Également en nouvelle du pays, la République de Djibouti a lancé à New York sa campagne officielle pour les élections en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En effet, en juin 2020, la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies devra élire 5 des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Un de ces 5 sièges revient statutairement à l'Afrique et selon la tradition de rotation régionale adopté par l'Union africaine, c'est au tour de l'Afrique de l'Est de postuler. La République de Djibouti a fait connaître ses intentions, sa détermination et la qualité de sa candidature dès la fin 2016. Depuis son indépendance, le pays est résolument impliqué sur la question essentielle de la résolution des conflits et de la promotion de la paix. Située au cœur de la Corne de l'Afrique, une région à la fois complexe et stratégique, Djibouti a su mettre en œuvre une politique d'ouverture et de coopération internationale élargie, comme en témoigne le nombre de grandes puissances amies qui disposent d'infrastructures économiques ou militaires sur son territoire. La République de Djibouti est également activement engagée dans la lutte contre le terrorisme et dans la sécurisation du commerce maritime au niveau du détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Djibouti s'est aussi résolument impliqué dans la lutte contre la piraterie et pour la protection des réfugiés en accueillant sur son sol nombre de structures d'appui. Outre sa participation à de nombreuses missions de maintien de la paix sous drapeau onusien, le pays s'est profondément engagé depuis le début des années 90 dans le processus de dialogue et de paix en Somalie avec le déploiement de troupes au travers de l'AMISOM. Et dans un discours prononcé à cette occasion, à l'occasion donc de cette cérémonie, le général Abdel Nasser Awale, commandant de la police de la MINUSMA, a rappelé que de 1993 à nos jours, la République de Djibouti a participé à 19 missions de maintien de la paix. Djibouti est résolument impliqué dans la question cruciale de la résolution des conflits et de la consolidation de la paix depuis son indépendance. Située au cœur de la Corne de l'Afrique, une région complexe, mon pays, a-t-il dit, a toujours œuvré pour la promotion de la paix. Aujourd'hui, la République de Djibouti incarne une plateforme unique pour le dialogue, la médiation et la résolution pacifique des conflits. Et par sa candidature, notre pays entend apporter, a poursuivi le général, au Conseil de sécurité son expérience, son engagement et sa perspective africaine sur les affaires mondiales. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis et représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies, Mohamed Ziad Douale, a indiqué que la République de Djibouti estime qu'elle mérite de siéger en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour diverses raisons qui seront détaillées dans les discours du ministre des Affaires étrangères. À ce stade, permettez-moi d'en souligner quelques-unes. Djibouti est un partenaire fiable et a travaillé en tandem avec les États membres de l'ONU, grands et petits, membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité sur les moyens de faire avancer nos priorités communes. Djibouti est de loin le premier membre avec la proportion la plus élevée de sa population nationale déployée comme soldat de la paix ou dans sa position géostratégique en ce qui concerne la mer Rouge, la mer d'Oman, l'océan Indien, le golfe d'Aden et son emplacement favorable au commerce. Djibouti, a poursuivi le diplomate djiboutien, est devenu une plaque tournante de la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et d'autres menaces transnationales. Il a également servi de plaque tournante pour le transport maritime mondial avec des conséquences positives sur la croissance économique et la stabilité régionale. La dernière fois que Djibouti a siégé au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était en 1993, il y a plus de 25 ans. Vous conviendrez avec moi a indiqué donc l'ambassadeur Mohamed Ziad qu'il y a 25 ans, c'est très long. Djibouti n'a jamais montré d'appétit incontestable
contrôlé. Il a patiemment attendu son terme. Djibouti a déclaré son intention de servir en octobre 2016. Beaucoup d'entre vous se souviendront de mes rencontres avec vous dans le but de soutenir Dieu, votre pays. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ceux qui ont exprimé leur soutien inconditionnel à Djibouti dès le premier jour. Ma gratitude va à tout le monde, considérable de pays, donc, et accepter l'arrangement proposé de soutien réciproque. Nous sommes également extrêmement reconnaissants envers la Ligue arabe, l'OCI et la francophonie pour leur approbation et pour ceux qui ont manifesté leur soutien, mais qui sont en train d'examiner les candidats avant de prendre leur décision finale, nous disons veuillez considérer Djibouti. Clôturant la série des discours lors de cette cérémonie de lancement de la campagne de Djibouti au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné que la République de Djibouti incarne une plateforme unique pour le dialogue, la médiation et la résolution pacifique des conflits. On l'écoute. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons qu'être fiers de toutes ces réalisations pour la paix en Afrique et dans le monde. Cependant, les défis de la paix et de la sécurité ne sont pas encore complètement surmontés. L'on s'accorde à dire que le monde est encore plus troublé que jamais. C'est pourquoi il est important que tous les pays du monde, petits, moyens et grands, développés et en développement, soient en mesure d'apporter leur pierre à l'édifice et à cet effort global de pacification et de sécurisation. Nous avons la ferme conviction que les principes d'équité, de justice, d'égalité des chances ne pourront que raffermir les fondements de la paix. La préservation des droits de chaque nation, de chaque communauté et de chaque individu sera le leitmotiv de Djibouti une fois élu au Conseil de sécurité. La promotion des valeurs d'universalité liées à la paix, à l'environnement et au développement harmonieux au respect des droits internationaux guidera notre action au sein du Conseil de sécurité. De nombreux pays amis, à travers des organisations régionales et internationales, ont déjà accordé leur soutien à mon pays, la Ligue arabe, l'Organisation de la francophonie et l'Organisation de la conférence islamique. Djibouti compte sur le soutien de vos pays respectifs. En juin 2020, ici à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, lors des élections à venir. Nous allons d'ici là engager des consultations avec tous vos pays pour expliquer davantage les tenants et les aboutissants de l'ambition de Djibouti. Quand on se bat pour l'équité, la justice et le respect du droit et des règles, on ne compte pas, on ne se satisfait pas du fait accompli et on ne lésine pas sur les moyens pour atteindre ces objectifs. العرب يقولون أن الحق يعلى ولا يعلى عليه. لجبوتي الحق في المطالبة بهذا المقعد تكريساً واحتراما لمبدأ التناوب. ولكم من أشقائكم في جيبوتي جزيل الشكر على مواقف دولكم الشقيقة. Merci de votre attention. Muchas gracias. Thank you. Shukran. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, s'est rendu hier dans la région de Tadjoura. Le ministre a effectué une visite de terrain en compagnie du préfet Hassan Dabalé et du président du conseil régional Omar Hussein dans les différents secteurs touchés par le cru de l'Oued causé par les pluies diluviennes. Cependant, après avoir constaté les dégâts, le ministre a évoqué dans son intervention que des mesures préventives seront prises pour les quartiers menacés par le cru de l'Oued et a promis dans ce sens que des digues de protection seront installés pour les quartiers Badoli ainsi que pour d'autres quartiers. Par ailleurs, il faut rappeler que lors de son déplacement, le ministre de la Défense était accompagné de représentants du ministère de l'Urbanisme pour mener à bien sa mission et profiter de cette tribune. Le ministre a rappelé que le président de la République a donné des instructions pour accélérer le branchement en eau et en électricité pour le logement situé à Reissaadou.
Et dans son intervention lors de la réunion avec les autorités de la région de Tadjoura et les notables et les sages, le ministre de la Défense, Hassan Omar, a indiqué que cette contrée de la ville arbitrera très prochainement. La fondation IOG, droit au logement, a-t-il poursuivi, après avoir constaté que de nombreuses habitations étaient construites sur des sites inondables et pour éviter ainsi toutes sortes de risques liés aux crues de l'Oued en période de précipitation, le ministre a exhorté les autorités de la région de suspendre les ventes de parcelles de terrain. En outre, au vu de la prévision météorologique qui annonce des nouvelles précipitations dans le pays, le ministre Hassan Omar a demandé à la population installée aux abords du lit de l'Oued de rester vigilant. Et après la visite, il s'est entretenu avec les autorités de la région et les chefs des quartiers ainsi que des représentants de la société civile. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roublé, participe actuellement aux travaux de la 14e réunion régionale africaine au Bureau international du travail qui a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 3 au 6 décembre. À cette occasion, le ministre était accompagné d'une importante délégation composée donc des responsables de son département. L'objectif de cette 14e réunion régionale africaine était d'examiner, sur la base de déclarations d'Addis Abeba de 2015, les progrès réalisés par les pays ces 4 dernières années en ce qui concerne la mise en œuvre de l'agenda du travail décent et convenir d'une vision stratégique commune en Afrique pour progresser vers un avenir du travail centré sur l'humain. En marge de la conférence, la délégation tripartite de Djibouti a eu une réunion de travail avec le directeur général du BIT et son équipe afin d'aborder des sujets d'intérêt commun relatifs à la coopération technique avec le BIT et la promotion du dialogue social à Djibouti. Le directeur général s'est réjoui d'abord du respect du tripartisme dans la délégation djiboutienne et l'effort déployé par le ministre du Travail pour redynamiser les relations en collaboration avec l'OIT et la République de Djibouti. Le ministre a également rencontré son homologue tunisien, Mohamed Trabelsi. L'entretien a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays frères et la nécessité d'instaurer un climat social propice pour les partenaires sociaux. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre du Travail est revenu sur les objectifs de sa mission en Côte d'Ivoire. On l'écoute. M'offre l'opportunité de partager avec vous une grande avancée sociale réalisée par la République de Djibouti en matière de protection sociale. Un droit accordé à la femme africaine et à la femme djiboutienne. En effet, mon pays a adopté des textes législatifs et réglementaires qui portent le congé de maternité de 14 à 26 semaines avec maintien des émoulements et tous les avantages pour la femme en couche. Cette initiative fait de la République de Djibouti le premier pays africain et un des rares pays au monde qui ait accordé un congé de maternité de 6 mois. Toujours dans le domaine de la protection sociale, l'assurance maladie universelle demeure une réalité et couvre toutes les couches sociales de la population depuis 2014. Et l'on améliore de jour en jour la qualité des prestations assurées. En matière de risques professionnels, la République de Djibouti a renforcé sa législation, notamment sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail afin d'éliminer les facteurs de risques psychosociaux qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés. Pour ce faire, le ministère du Travail a créé un cadre de concertation entre les différents intervenants sur la problématique de la sécurité et santé au travail à Djibouti afin de formuler un profil national et de mettre en place un système de sécurité et santé au travail plus performant et plus efficient. Par ailleurs, mon pays ambitionne, conformément à sa stratégie de migration de travail, de renforcer en collaboration avec les pays membres de l'IGAD la gouvernance de la migration de travail. Ce défi commun qui mobilise la communauté régionale, mais aussi le système des Nations Unies, est une priorité pour la République de Djibouti, de par sa position géostratégique, car mon pays est un pays d'accueil et de transit de réfugiés et migrants des pays limitrophes et demeure toujours fidèle à sa réputation de terre d'échange et de rencontres. Les efforts majeur pour promouvoir le travail décent par la République de Djibouti qui a mis en œuvre l'agenda du travail décent à travers la priorité accordée à l'emploi des jeunes et au programme d'insertion professionnelle, la modernisation de la législation du travail par l'introduction d'une flexibilité et souplesse pour répondre aux besoins du marché du travail et surtout au public à besoins spéciaux. J'affirme de vive voix que Djibouti est prête à se transformer et à opérer les changements nécessaires et j'engage la communauté africaine ici présente et partout dans le continent à changer dans un monde en perpétuel mouvement.
En marge de sa visite de travail en Arabie Saoudite, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a été accueilli par Dr Mansour Al-Shamari, le secrétaire général du Centre mondial de lutte contre l'idéologie extrémiste. Cette rencontre a eu lieu au siège du centre à Riyad. Et Tidal donc est considéré comme étant le plus grand centre à l'échelle internationale qui, depuis sa création en 2017, focalise ses activités et ses recherches sur le profil profond de l'extrémisme et ses mobiles psychologiques et intellectuels. Il fonctionne principalement autour de 3 pivots: l'idéologie, la technologie et les médias. Au cours de cette visite, la délégation ministérielle a eu des informations détaillées sur la nouvelle méthodologie scientifique visant à comprendre les attitudes relatives au radicalisme violent. Et après la présentation de la vision du centre faite par les experts, le ministre a pris la parole en remerciant les responsables qui ont réussi de faire de la communication et des plateformes médiatiques le fer de lance dans la lutte contre l'extrémisme numérique, surtout par la formulation du contre-récit et le déchiffrage des codes employés par les adeptes de la propagande extrémiste. Il est à souligner que le centre emploie une équipe distinguée de chercheurs compétents dans l'utilisation des outils du big data qui est capable de fournir des analyses approfondies et des informations exploitables sur différents groupes extrémistes. Et toujours sur la visite du ministre, le ministre Moumin Hassan Barre a consacré une partie de sa visite au musée de l'histoire des sciences et de la technologie créé à l'université de l'imam Mohammed bin Saoud à Riyad en 2015 en coopération avec l'Institut de l'histoire des sciences arabes et islamiques de l'université de Francfort en Allemagne. Le musée expose et conserve dans ses collections ces objets concernant surtout l'évolution technique de l'astronomie et l'architecture islamique. Le ministre a fait une tournée au musée astronomique qui contient beaucoup d'anciens observatoires, dont l'observatoire Jaipur qui comprend 19 instruments astronomiques pour mesurer le temps et la connaissance des galaxies, des altitudes et des étoiles et des corps célestes. Le ministre a exprimé son admiration pour la manière d'exposer les antiquités, soulignant que c'est l'un des meilleurs musées qu'il a visité en Arabie Saoudite. La délégation ministérielle était accompagné de notre ambassadeur en Arabie Saoudite, Diaïdil Saïd Bamahrama, et de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, Abdulaziz bin Abdallah Al-Madarra. Dans l'actualité également, c'était la dernière rencontre des travaux de cette conférence intitulée Une Afrique prospère, une rencontre d'affaires Djibouti, Éthiopie et la France, une opportunité exceptionnelle ayant pour objectif de renforcer les liens économiques et commerciaux afin de nouer des courants d'affaires. Cette rencontre avait pour objectif de poser les jalons sur les discussions autour des opportunités d'investissement, de transfert, de technologie et de savoir-faire entre ces 3 pays. L'impulsion donnée par le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawalé, pour cette conférence, celle d'ancrer une politique de développement plus ambitieuse qui constitue le cadre favorable au renforcement des liens. Présenter les opportunités d'investissement des 2 pays que sont Djibouti et l'Éthiopie, ces 2 pays qui définissent même l'intégration régionale. Cette rencontre traduisait également l'importance du secteur privé en tant que moteur pour la réussite de ce marché commun. La zone de libre-échange continentale africaine, qui est l'espace d'échange économique commun, devant être dépourvue des contraintes douanières, à l'image de l'Union européenne. Ce projet phare qui va donc renforcer l'intégration économique du continent, visant essentiellement à mettre en place un marché intérieur commun dans le but de prioriser le commerce intra-africain. À la Corne de l'Afrique. Elle intervient quelques mois après la visite que le président français Emmanuel Macron a faite à Djibouti, en Éthiopie ainsi qu'au Kenya, déplacement qui s'est inscrit dans une très ferme volonté de renforcement de notre partenariat avec ces pays. Je vous propose à présent de suivre les interventions du président de la Chambre de commerce de Djibouti et du secrétaire général au ministère des Affaires étrangères qui se sont réjouis donc de l'organisation de ces assises à Djibouti, la première du genre. On les écoute. L'initiative louable de la Chambre de commerce depuis maintenant quelques années dans ses efforts constants de promouvoir les investissements à Djibouti et au sens plus large, l'intégration économique régionale. Le travail remarquable ces dernières années de la Chambre de commerce avec l'organisation de plusieurs foires commerciales et aujourd'hui de cette conférence n'est autre qu'une déclinaison palpable et dans la réalité de la diplomatie économique de notre pays.
Et la diplomatie économique est bien évidemment l'épine dorsale de la politique étrangère de Djibouti. La combinaison de 3 pays, Djibouti, l'Éthiopie et la France, en dit long, Monsieur l'ambassadeur. Et je dois saluer cette initiative première que vous avez prise d'associer et de combiner ces 3 pays. Pour nous, au ministère des Affaires étrangères, la France, l'Éthiopie sont 2 partenaires privilégiés, historiques. À bien des égards, il y a beaucoup de similarités. Et en soi, c'est déjà quelque chose de visionnaire d'avoir mis sur la table un thème comme celui-là où on associe Djibouti, l'Éthiopie et la France. Je dois donc vraiment saluer cet effort-là, mais je dois avouer que cet effort et cette initiative doit tout de même se traduire dans la réalité par une véritable stratégie. Du point de vue de Djibouti, ce que le partenariat entre l'Éthiopie et Djibouti existe déjà depuis plusieurs années. L'effort de la France, à mon sens, devrait venir se greffer sur l'intégration économique qui existe déjà entre Djibouti et l'Éthiopie et au sens plus large dans la région de l'IGAD. Cette rencontre est organisée dans le cadre d'un programme qui porte sur le renforcement des capacités des entreprises impliquées sur le corridor djibouto-éthiopien, les auxiliaires des transports, les ports, les importateurs, financés par l'Agence française de développement. Je remercie au passage la présence du directeur de l'Agence française de développement, ici présent, Philippe Collignon. En effet, ce programme compte une série d'activités en vue d'appuyer les capacités techniques des opérateurs économiques intervenant au niveau des corridors Djibouti-Éthiopie et de leur intégration dans la chaîne logistique régionale. Il est également pour faciliter les activités de ces entreprises par le renforcement de la coopération entre la Chambre de commerce de Djibouti et ses partenaires que sont les entités éthiopiennes et françaises. Nous avons donc voulu saisir l'opportunité du Forum des affaires sur la zone de libre-échange continentale africaine pour organiser cette rencontre tripartite afin de rapprocher les entreprises djiboutiennes, éthiopiennes, françaises, en vue de développer des partenariats pour répondre aux besoins des marchés cibles. Autre nouvelle du pays, le terminal ferroviaire du DMP, le Doralé Multipurpose Port, constitue l'une des pièces maîtresses d'un ambitieux projet de développement du DMP. Depuis son inauguration, le nouveau terminal ferroviaire du DMP a renforcé son offre de services. Le nouveau terminal ferroviaire du DMP, mis en opération le 18 octobre dernier, offre 5 plateformes de chargement de quais d'une capacité de 12 500 tonnes par jour. En effet, ce terminal ferroviaire possède 3 lignes pour le train et où il se passe donc plusieurs chargements. Un seul chargement peut prendre plusieurs heures, une dizaine d'heures environ par ligne. Et en ce qui concerne le transport vers l'Éthiopie, un train chargé fait 12 heures de trajet, ce qui permet donc de faire la moitié des gains du temps qui fait un camion vers la destination. Par ailleurs, ce terminal gère simultanément les importations et l'exportation, comme il peut recevoir les produits exportés, comme par exemple le café, le coton ou encore le sécam. Désormais, le DMP offre une plateforme multimodale en mettant en place ce nouveau terminal. Dans son intervention, le directeur du DMP a mis l'accent sur le service offert par ce nouveau terminal ferroviaire qui est l'un des projets de développement des infrastructures nationales de faire de Djibouti un hub commercial et logistique. Le train ayant des avantages concurrentiels évidents. En premier, c'est le coût. Un coût moindre par rapport au coût routier. Et puis aussi en termes de temps, le train permet d'écourter le temps, ce qui donne 12 heures pour aller de Djibouti jusqu'à Addis Ababa au lieu de 2 jours pour les camions. Cette plateforme que l'on a construite et qui va commencer ses opérations bientôt, a 5 lignes. 5 lignes pour permettre au moins d'avoir 3 trains qui peuvent être chargés en même temps, c'est-à-dire 6500 métric tonnes en même temps. Et puis,
Ces trains peuvent être, bien sûr, on peut avoir une capacité de 3, 6 et beaucoup plus de trains qui peuvent sortir de cette station ferroviaire par jour. Ce qu'il faut noter, c'est que les avantages concurrentiels que donne cette plateforme ferroviaire est très importante au port djiboutien par rapport aux pays de la région. Notre équipe qui a couvert cet événement a également recueilli pour nous les impressions du directeur du terminal Railway Mustafa Idriss, de Habon Abdurrahman, directrice commerciale du DMP, et du directeur des opérations du port DMP, Bahar Mohamed. Nous les écoutons. Commencer l'opération afin de faciliter et donner une alternative pour desservir nos clients. Donc ici, nous avons un terminal qui est composé de 5 lignes, d'une capacité de 12 500 tonnes en termes d'opération. Donc nous sommes capables aujourd'hui de desservir par jour en différentes marchandises, types de marchandises par exemple, de blé ou bien de général cargo ou de conteneurs. Donc nous avons dédié certaines lignes qui sont des plateformes dédiées afin de faire un chargement envers l'Éthiopie. Donc chaque wagon contient 70 tonnes de marchandises. Donc en tout, chaque voyage de train, on a 37 wagons. Donc le calcul est facile. Si vous multipliez 70 tonnes par 37 wagons, ça fait 2590 tonnes. Donc on est capable aujourd'hui de mettre en opération et en service 2 trains par jour. Ce qu'il faut une cadence de à peu près un train de chargement autour de 10 heures, une demi-journée exactement pour finir l'opération. Nous sommes aujourd'hui à Doralé Multipurpose Port, sur la plateforme ferroviaire dédiée aux opérations du train. Comme vous le savez, le terminal est opérationnel depuis 2 ans et demi et nous sommes aujourd'hui en train de consolider notre position stratégique de hub logistique de la région en offrant une nouvelle capacité de desserte de notre interland principal, l'Éthiopie. Nous sommes aujourd'hui en mesure de livrer des trains à partir de DMP sur différentes plateformes dédiées aux différents produits que l'on accueille ici à Doralé Multipurpose Port. Actuellement, nous avons mis en place le chargement des camions qui vont être chargés, venir ici pour charger les trains de 2590 mètres-tonnes. Et nous avons déjà commencé du côté quai pour puisse venir ici et charger bientôt. C'est pas le premier train qui est sorti. Nous avons effectivement fait un test et c'était positif. En nouvelle régionale et internationale à présent, au Kenya, un immeuble résidentiel de 6 étages s'est effondré hier à Nairobi. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres coincées. La suite dans cette séquence. L'immeuble résidentiel de 6 étages s'est effondré dans la capitale kenyane. Au moins 2 personnes ont été tuées et d'autres coincées dans les décombres. La scène n'était que trop familière dans une ville où un audit a révélé une fois de plus que la moitié des bâtiments n'étaient pas sûrs pour l'habitation. Le chef de la police du comté de Nairobi, Philippe Ndolo, a déclaré qu'au moins 10 personnes avaient été secourues à main nue par des résidents du domaine de Tassia. 8 personnes ont été transportées à l'hôpital après l'effondrement de 8 bâtiments et la mort de 15 personnes au Kenya en 2015. Le président Uhuru Kenyatta a ordonné un audit de tous les bâtiments du pays afin de déterminer s'ils étaient conformes au code. L'autorité nationale de la construction a constaté que 58% des bâtiments à Nairobi étaient impropres à l'habitation. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.